Il faut savoir que jusqu'à 2016, en France, on a une agence de très très bon niveau qui s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui s'occupait de protéger les infrastructures critiques de l'État, ce qu'on appelle aussi des opérateurs d'importance vitale, l'eau, l'air, l'électricité, tous ces centres névralgiques qui mettraient la sécurité de l'État en péril s'ils étaient touchés, mais quid des particuliers, des entreprises, des collectivités, des associations, et c'est pour ça qu'on a été créé. Et on a été incubé vraiment en mode start-up au sein de cette agence, en copilotage avec plusieurs ministères, dont le ministère de l'Intérieur, pour donner lieu en 2017 à un groupement d'intérêt public. Alors c'est quoi un groupement d'intérêt public? C'est le doux mélange entre le public et le privé, mais qui fonctionne. À savoir, on a 4 grands collèges qui représentent tout l'écosystème, au sens très élargi, parce que c'est décloisonné un petit peu ce sujet obscur qui est la cybersécurité, la cybermalveillance, on se pose du côté obscur ou lumineux de la force. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un collège avec des étatiques, donc avec plusieurs ministères, le service du Premier ministre, l'Intérieur, la justice, les finances, l'éducation nationale, les armées, et des représentants des utilisateurs, donc encore une fois des particuliers, des entreprises, des collectivités. France Victime fait partie des membres historiques justement du GIP, donc merci de m'inviter aujourd'hui pour parler de ce sujet. On a des associations de défense du consommateur, puis après des représentants des professionnels. On a des représentants des prestataires de services informatiques qui vont aider tout simplement les victimes à remédier aux incidents sur la partie technique. Et puis un collège, on a appelé offrant de solutions et services qui viennent apporter leur aide, que ce soit une aide matérielle, humaine ou financière, puisque c'est un financement qui est à la fois public et privé. Donc, moi je suis très content de venir parler ici en fait d'un phénomène qui est souvent sous-estimé, que ce soit en termes d'impact ou en termes de probabilité. Juste un chiffre comme ça. L'année passée, mars, première semaine du confinement, chez nous, les parcours victimes, c'est plus 400% d'augmentation sur le phishing. Donc, le phishing, c'est mails que vous recevez d'un prétendu service, banque, assurance ou autre, et qui visent en fait à vous aspirer des données. Sous-estime également en matière d'impact. Est-ce que vous réalisez, est-ce que vous savez que d'un simple phishing, parfois j'entends, oui c'est de la pub, on conduit à des vols de données bien sûr, mais du coup des vols de comptes de réseaux sociaux ou autres, des usurpations d'identité. Donc là, pour les victimes, vous savez ce que ça peut avoir comme impact, c'est parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour réussir à effacer toutes ces traces avec toutes les conséquences psychologiques qu'on peut imaginer, sans parler de préjudice financier. Et ça va, dans le cadre plutôt de professionnels, jusqu'à du chiffrage de données. Donc on stoppe complètement l'activité d'une entreprise, mais c'est également une chose en particulier. On verrouille, on rend illisibles toutes ces données, ce qu'on appelle les chiffrés, et on menace de les rendre qu'en échange de plusieurs mentions. Donc je vais me concentrer sur le dispositif. Je vais beaucoup parler de cybersécurité et de tout ça. Par contre, aujourd'hui, là, le sujet, c'est vous parler du dispositif en lui-même. Donc la partie assistance, elle se fait à travers une plateforme, cybermalveillance.fr, qui en fait va accueillir les victimes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les particuliers. On va leur poser quelques questions pour les aider à mettre un mot, à diagnostiquer leur problème, même s'ils s'y connaissent évidemment pas de la sécurité, mais même en informatique, on va leur poser des questions très très simples, on va poser les parties de contenu. Après, on va arriver à un diagnostic. On va dire vous êtes victime, par exemple, d'un rançongiciel, ces fameux logiciels qui chiffrent les volumes de rançon. Derrière, on va leur donner des éléments de compréhension du phénomène, et après on va avoir 3 types de sorties parcours des victimes. Soit on va avoir des faits finalement peu techniques du type arnaque, et là les conseils vont suffire à eux-mêmes. Soit on va avoir des organismes compétents vers lesquels on va les rediriger, sauf que c'est très compliqué aujourd'hui de savoir lesquels. Pour une petite histoire, moi ça faisait plus de 12 ans avant de rejoindre le GIP à sa création que je travaillais dans la cybersécurité. J'ai calculé, je connaissais à peu près, j'avais calculé à peu près 30% des organismes compétents sur les différents types de menaces qui existaient déjà. Le but est donc pas de créer un doublon, mais plutôt une chérie qui faciliterait la lecture. Et puis l'aboutissement et la véritable innovation, c'est aussi d'être en capacité, et l'État même avec ses gros bras seuls, être en capacité d'aider tout le monde sur des attaques massives avec des virus ou autres. Et là, l'idée a été d'aller travailler avec les acteurs terrain, ceux qui connaissent les maîtrises du dernier kilomètre, donc les prestataires de services de proximité. Et notre service va en fait faire correspondre le
besoins de la victime sur le champ technique, avec les compétences renseignées par les prestataires. Aujourd'hui, c'est un réseau de plus de 1200 prestataires sur l'ensemble du territoire, qui vont de la petite société parfois de service à la personne, mais qui va juste faire de la réinstallation de PC, jusqu'à des entreprises de services numériques plus importantes pour des événements plus critiques. Et on va faire correspondre le champ géographique, le champ des compétences et le type de public adressé. Et après, on va envoyer tout simplement une notification à tous les prestataires de la région pour une demande de prise en charge. Et à partir du moment où les prestataires répondent, ils sont proposés à la victime et elle va choisir d'être contactée ou contacter elle-même tel prestataire. Donc voilà pour très rapidement, on va parler plus dans la partie assistante, mais on a une mission tout aussi importante d'observation de la menace, observer pour mieux combattre, mieux prévenir, on parle de la prévention. Et la forme de ce qu'on est capable d'observer en 2020, c'est plus de 105 000, je vais dire de bêtises, parcours victimes. Alors forcément, on a de la donnée, on capte des éléments sur les menaces. On a les prestataires français qui nous remontent des éléments qui parfois font émerger des phénomènes qui étaient passés complètement sous les radars. Parce que ce n'est pas les grandes attaques dont on entend tous et toutes parler dans les grands médias. Parfois, ce sont des arnaques qui concernent un grand nombre de victimes, mais petites victimes, petits montants, c'est une manière de possibilité, c'est énorme. Et là, il faut être capable de les faire émerger, ensuite de les qualifier, de les réintégrer dans notre parcours victime, et surtout derrière, d'alerter, et puis de donner des contenus de prévention. On essaye toujours de ne pas être, je vais dire, dans l'anxiogène au service de rien. Parce que sinon on a peur, on a tous besoin du numérique aujourd'hui, mais le but c'est surtout pas de faire peur, mais d'expliquer comment s'en servir. Parce que la cybercriminalité, les actes de cybermalveillance, c'est pas une fatalité. Alors oui, là être un peu anxiogène, on dit souvent aux professionnels, la question c'est pas de savoir si vous serez attaqué, c'est plutôt quand. Parce que c'est une réalité aujourd'hui. Les actes de cybermalveillance sont en constante progression et de manière extrêmement significative. On va pas revenir sur aujourd'hui, on n'a pas le temps, sur toutes les réseaux, mais il y a notamment un accès aux technologies via le dark web, donc le côté sombre du web, qui se fait avec des services qui sont modélisés. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être un petit génie de l'informatique pour aller développer un logiciel, pour aller pirater des particuliers des entreprises. Aujourd'hui, on va tout simplement le louer. Voilà, on va même louer des bases de données. Quand on s'est dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a effectivement le sujet qui arrive de la sensibilisation et de la prévention, qui est fondamental, et avec toute une partie, je vous assure, qui n'est pas du tout technique. C'est vraiment de l'ordre de l'hygiène informatique. Sauf que on a, depuis trop longtemps, dans le monde de l'entreprise, pris le problème par le mauvais bout, à savoir, on a listé des bonnes pratiques. Sans expliquer le fondement de tout ça. Donc dans nos caractères latins, c'est globalement juste une liste de contraintes. Pourquoi est-ce qu'on vient m'emmerder à nous dire qu'il faut que j'ai un mot de passe différent pour chaque service qui va être compliqué, etc. Si déjà j'ai pas conscience du risque. Alors que si on explique que les fameux 70 mots de passe différents, c'est parce que si vous avez le même partout, de toute façon il y aura nécessairement un des 150 services qu'on utilise tous entre les réseaux sociaux, les sites d'achat, etc. Il y en aura nécessairement un qui aura une fuite de données. Et si vous avez le même mot de passe partout, vous êtes perdant sur tous les tableaux. C'est un exemple peut-être trivial, mais voilà, c'est extrêmement important d'être capable de faire appréhender, comprendre les risques, parce qu'il y a des choses pas du tout techniques. Et nous, on n'a pas réussi à faire un pourcentage scientifique, mais on estime en tout cas que la majeure partie des déclarations d'incidents qu'on a chez nous, de victimes qui viennent chercher de l'aide, pourraient ne pas avoir besoin de passer sur la plateforme si juste elles avaient été sensibilisées aux fondamentaux non techniques de bons usages informatiques. C'est pour ça qu'une de nos missions, c'est de produire énormément de contenu, évidemment en licence ouverte, gratuits, qui peuvent être distribués largement, qui peuvent être personnalisés et qui peuvent être accessibles. Et on est très content parce qu'on sait que voilà, France Victimes et Merci diffuse aussi largement ces supports. Et voilà, et on est à votre disposition pour ça. Je le précise aussi sur un appel, on en a parlé hier soir à table. Notre dispositif peut également venir en région. Alors on ne va pas faire chaque association de manière indépendante, mais si vous arrivez à vous regrouper, peut-être par région,
on peut tout à fait venir aussi pour vous sensibiliser, pour vous, pas forcément pour les victimes, mais pour vous déjà les associations, pour que vous soyez sécurisés. Donc j'en profite, c'est pas le sujet du jour, mais pour passer le message, on sera enchanté de le faire, et pour déjà vous présenter les principales attaques et les principales mesures d'hygiène. Voilà. Merci M. Dutel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole à présent à quatre voix ou à deux mains à Laurent Martry et Célia Zaffaroni qui vont nous faire part de leur expérience, de leur pratique au niveau de la médecine légale, à la fois comme professionnelle de médecine et aussi clinicienne, formatrice, pour ce dispositif innovant d'accompagnement, cette fois des mineurs victimes de violences sexuelles. On a évoqué hier la place du monde médical dans la protection des victimes, avec la protection de la santé mentale et physique qui était présentée, analysée, explicitée par Madame la vice-présidente de l'Ordre national des médecins. Il est très intéressant ce matin, non pas de boucler la boucle, parce que le chantier ouvert est absolument incommensurable, mais en tous les cas intéressant de voir la place d'acteur à part entière que peut jouer un service public hospitalier, avec l'expérience, là aussi pionnière, du CHU de Nancy, qui est un peu reproduite cette expérience à travers la personnalité du docteur Laurent Martry au CHU de Montpellier en matière de prise en charge des victimes et en particulier des mineurs. Je vous passe la parole. Je pense que vous évoquerez cette idée de coopération subtile et complexe entre les unités médico-légales et puis la partie plus strictement médicale dans l'accueil des victimes, des mineurs dans le service public hospitalier. Vous avez aussi 14 minutes ou 15? Comme elles sont quand même à 4 mains, enfin à 2 fois. Mais on dit 15. On dit 15, pardon. Merci Madame la Présidente, bonjour à tous et à tous. Donc, je remercie vivement France Victimes 54 de m'avoir invité. On a beaucoup travaillé ensemble durant le temps où j'étais responsable de la médecine légale à Nancy, ça continue bien évidemment. Et puis je suis donc maintenant à Montpellier où France Victimes 54 travaillait avec le service de médecine légale et donc j'ai découvert des collaborateurs locaux et donc on travaille ensemble aussi avec un projet que je vais un petit peu détailler là. En tout cas, je m'aperçois que je suis vraisemblablement le seul médecin légiste dans cette assemblée, alors que j'ai appris beaucoup de choses évidemment durant toutes ces assises, et que nous les médecins légistes ne travaillent que pour les victimes, qu'elles soient vivantes ou décédées, certes, mais on n'est pas victimes. Donc je vais faire la pub auprès de mes collègues pour que les prochaines assises, eh bien, effectivement, ils s'inscrivent parce que c'est tout à fait bénéfique et vraiment, on voit aussi quelques auteurs en garde à vue, mais c'est évidemment beaucoup plus analytique. Donc la médecine légale, juste un petit mot quand même, parce que c'est la plus vieille spécialité, on existait déjà au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de psychiatre, il n'y avait pas de radiologue, il n'y avait pas de cardiologue, mais il y avait déjà des médecins légistes. Et les chaires de médecine légale existent depuis très longtemps, et de façon assez paradoxale, pour faire court, à quelques détails près, entre le Moyen-Âge et 2010, la médecine légale, son organisation n'avait pas évolué. Et donc la médecine légale est née au sens institution. Il y avait évidemment des légistes, des professeurs de médecine légale, et le travail était fait, mais au niveau organisation, c'est 2010. Donc vous voyez, le Moyen-Âge 2010, il y avait quand même tout un temps qui était un petit peu flou. Et donc il y a eu des créations, alors je fais un petit rappel, mais de centres pivots. De centres pivots, il y a des instituts médico-légaux et des UMJ, unités médico-judiciaires. Et puis il y a également des centres uniquement unités médico-judiciaires que vous connaissez, parce que je pense que vous collaborez plus ou moins tous ici avec la médecine légale. Alors vous voyez qu'il y a une cartographie qui est relativement bien dispatchée sur le territoire, mais si on regarde un peu dans le détail, il y a quand même, alors normalement c'est un zoom à laser mais ça ne marche pas, enfin bref, il y a quand même des zones blanches où il n'y a pas d'UMJ.
Alors il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une augmentation des UMJ, notamment création d'UMJ de proximité, voire d'annexes. Donc ça a largement amélioré les choses, mais on attend encore que le ministère fasse une révision globale de la réforme de 2010 et 2012, de manière à ce que le territoire soit entièrement maillé, et notamment les France Victimes soutient aussi cette idée qu'il y ait au moins une UMJ par département, mais au moins un. Si je prends par exemple l'exemple de Montpellier, il y a une UMJ à Montpellier, mais il n'y a rien à Béziers. Et Montpellier-Béziers, c'est quand même un petit peu loin. On voudrait que se crée une annexe au sens des nouvelles dispositions. Donc, dans une UMJ, maintenant, on voit des victimes, évidemment. Alors, vous voyez quand même, c'est assez significatif, que ce soit à Nancy ou à Montpellier, je connais, on voit environ 4000 victimes. Donc, c'est quand même très significatif. Et ces UMJ, créés par le circulaire, sont un véritable centre de victimologie. Parce qu'on a des infirmières de victimologie qui sont là pour accueillir les familles, je le dépose juste après, et des médecins légistes, évidemment, et des psychologues. Alors, j'ai mis un petit peu en dessous l'association de victimes transvictimes parce qu'elle n'est pas incluse dans la circulaire de la médecine légale, mais la plupart des centres de médecine légale travaillent avec France Victimes, et que ce soit à Montpellier, Nancy ou d'autres centres, il y a une permanence qui n'est pas à temps plein, on aimerait, parce que finalement, ça serait très efficient. Et vous voyez comment les choses se passent. Il y a d'abord un accueil par une secrétaire. Après, l'infirmière est là pour expliquer ce qui va se passer, faire un bilan des besoins en victimologie de la victime, savoir si il va être utile qu'un psychologue soit sollicité, que France Victime soit sollicité, surtout que les victimes n'ont pas forcément besoin d'avoir ce contexte-là. On voit de temps en temps un videur de boîte de nuit qui s'étend du long en faisant une victime. Bon, il vient là parce que son patron de porte plainte. Attention, il peut y avoir des effets psychologiques secondaires, mais souvent, c'est pas systématique. Et puis donc, on peut proposer l'accueil par la juriste de France Victime et la psychologue, et on travaille tous ensemble. J'ai mis une flèche parce que c'est très important, c'est un peu un guichet unique. Donc, c'est tout ce que je pense à cette organisation, mais on est étonné de voir que dans certaines mairies ou certaines situations, bien, cette organisation n'est pas très connue encore. Donc, victimes des mineurs, rapidement, on voit évidemment tous les mineurs sur les réquisitions, soit pour les violences physiques, sexuelles, bien sûr, mais aussi psychologiques. On est un petit peu moins à l'aise parce que c'est plus compliqué à appréhender, mais c'est comme ça aussi. Et je voulais revenir sur ce qu'a dit aussi le ministre hier en introduction sur les fameuses UAPED. Ces unités d'accueil pédiatrique en France en danger, qui sont très importantes. Il y a une petite difficulté actuellement, c'est que ces UAPED voudraient, la boîte d'enfants qui est très moteur là-dedans, voudrait que ce soit des unités uniques, et c'est pas si simple à mettre en route parce que l'UAPED a deux rôles. D'une part, évaluer les enfants qui arrivent aux urgences par exemple, faire des signalements, des informations préoccupantes, c'est une partie de la pédiatrie, ça c'est les pédiatres qui font ça, et puis il y a l'audition des enfants qui précède l'examen médico-légal. Et cette salle d'audition doit être mise dans les salles de médecine légale parce que ce sont les médecins légistes qui vont faire l'examen. Et là, il y a une petite difficulté avec la voix de l'enfant qui voudrait que tout soit mis dans une seule structure plutôt pédiatrique. Et il y a deux rôles qu'il faut bien distinguer. Et donc, on est en train, vraiment en médecine légale, d'insister et de présenter quelque chose. Donc, à Nancy, on avait mis en place une salle d'audition d'Élanie et avec un dispositif innovant justement avec France Victime et les psychologues. Et je passe la parole à Céleste Faroni qui va vous présenter ça. Merci. Donc, je suis Céleste Faroni, psychologue à l'unité médico-judiciaire du CHU de Nancy. Je suis ravie d'avoir l'occasion de mettre un petit peu en lumière et d'illustrer le partenariat qu'on a avec France Victime depuis longue date, mais en particulier sur ce dispositif qu'on a mis en place dans le cadre de l'audition des mineurs victimes dans notre service. Je ne vais peut-être pas revenir sur ce dispositif-là général et sur ses objectifs. On va quand même retenir que ça permet quand même, quand dans le même temps, on est à la fois le recueil de la parole de l'enfant dans les meilleures conditions possibles pour optimiser ce recueil et pour optimiser aussi les constatations médico-légales. L'intérêt direct théorique pour l'enfant, c'est de ne pas répéter à plusieurs reprises, d'éviter la multiplication des auditions et des examens, donc ça c'est vraiment essentiel. Et le troisième intérêt, je dirais, c'est de pouvoir mettre en place de façon finalement très précoce, dès la plainte ou le signalement, de permettre la mise en place d'une prise en charge globale. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on s'inscrit. À Nancy, cette unité dédiée s'est mise en place en juin 2019, donc on a un peu plus de 2 ans
de fonctionnement. Comment on a pensé ce dispositif? On s'est évidemment appuyé sur ces collaborations de longue date avec France Victime 54 et sur la permanence qui existe depuis 2014, si je ne me trompe pas, dans notre service, à raison de 5 demi-journées par semaine. Donc c'est une présence quotidienne en fait de l'association. Donc c'est vraiment très important. La juriste qui intervient prioritairement dans le cadre de ces permanences, elle a une sensibilité particulière aux mineurs parce qu'elle a une longue expérience en tant qu'administrateur ad hoc. Donc ça a aussi coloré un petit peu la façon dont on a pensé notre dispositif de façon toute particulière. Elle s'associe au travail qu'on présente aujourd'hui. Donc ce qu'on a choisi un petit peu de mettre en place, de tester, d'expérimenter à Nancy, c'est la proposition d'un accueil et d'une prise en charge de l'entourage familial, donc principalement des parents non mis en cause, donc les parents du mineur, par un binôme juriste, France Victime, psychologue, NEJ. Alors, je sais qu'à France Victime, on a l'habitude de travailler avec ce binôme-là, mais peut-être pas quand il s'agit de travailler à la fois le milieu associatif et le milieu hospitalier. C'est un petit peu l'originalité. Et l'originalité, c'est de choisir de prendre en charge d'abord les parents, avant même de penser la prise en charge de l'enfant. Donc c'est vrai que les parents sont souvent un petit peu oubliés dans ces contextes-là, mis au second plan, alors qu'ils interviennent directement dans l'intérêt de l'enfant. Là, je sors des jokers. Voilà. Donc c'est un petit peu l'idée qui nous a guidés dans la mise en place de ce dispositif. On sait que la révélation, le dévoilement de violences sexuelles par un mineur ou par quelqu'un de l'entourage du mineur a un impact émotionnel extrêmement important, à la fois sur l'enfant lui-même, au-delà des faits dont il a été victime, mais aussi sur son entourage. Toutes les études le montrent, et sans même avoir recours à ces études, il suffit d'observer et d'écouter pour en prendre conscience. Beaucoup de chocs, de colère, de sentiments de culpabilité, d'impuissance, en particulier pour les parents, d'impuissance à avoir protégé son enfant. On sait aussi que l'état psychique de l'enfant, le psychotraumatisme qu'il est susceptible de développer, est directement influencé par les réactions parentales. D'où l'intérêt de cette prise en charge en direct des parents qui eux-mêmes très fréquemment souffrent de stress post-traumatique dans les suites du dévoilement. Et souvent très durablement. On a des études qui vont jusqu'à 2-3 ans de troubles avérés chez ces parents. Au-delà de ces impacts individuels sur l'enfant, sur chacun des parents, parfois sur le couple conjugal, on a aussi l'ensemble du fonctionnement familial, l'ensemble de cet équilibre-là qui est complètement mis en péril et mis à mal, avec vraiment un bouleversement des repères. Des facteurs émotionnels forts, relationnels, des conséquences relationnelles, des difficultés à rétablir des frontières entre les différents membres de la famille. Et donc, on va essayer de prendre en compte cet aspect-là, cette notion de crise et d'impact familial et de prise en compte de ces victimes collatérales dans le cadre de l'audition de l'enfant. L'idée principale, c'est de prendre en charge ses parents, les accueillir, en sachant qu'il s'agit d'une proposition, c'est important de le préciser, et qu'en 2 ans, on a eu un seul refus des parents, donc ça montre bien qu'on répond à un besoin. Ça permet de soulager directement l'enfant, parce qu'une des principales préoccupations dans un grand nombre, c'est l'impact de ce dévoilement et de cette révélation sur la cellule familiale et sur ses parents. On soulage directement l'enfant quand on propose une prise en charge à ses parents. Cette proposition se fait devant l'enfant, en sa présence, et ça c'est extrêmement important. S'adresser aux parents, se mettre à leur écoute, évaluer leurs besoins, c'est aussi se centrer sur les besoins propres de l'enfant que seuls, théoriquement, les parents doivent pouvoir rendre compte. Ils restent les principaux acteurs et garants en termes de droits et devoirs, en termes d'autorité parentale et de parents protecteurs pour prendre en charge les enfants. Notre positionnement professionnel, il est en parallèle de la procédure et il est dissocié de l'enquête. Ça nous semble très important de le préciser. Au-delà des faits, de leur objectivité, de leur véracité, de la parole qu'il va falloir recueillir dans son détail, etc., nous, on va accorder l'importance finalement à toute cette réalité subjective qu'il y a derrière tout ça, à la parole, aux émotions des uns et des autres et à comment c'est vécu. Ça permet aux parents de se recentrer
sur leur ressenti, sur leurs émotions, au-delà de l'enquête, au-delà de tout ce qui va s'enclencher parfois très brutalement pour eux. On va être évidemment dans un travail d'écoute important, dans un travail de soutien, dans leur mise en mots des difficultés qu'ils rencontrent. Les pôles juridiques, le pôle psychologique dans l'entretien, c'est ce qui va permettre de faire une évaluation croisée des besoins parentaux et de ceux de l'enfant au travers des parents. On va insister sur les réponses qu'on peut parfois leur apporter, même si elles ne sont que partielles, liminaires, que ce sont des étapes. Très souvent, les parents vont être en questionnement, voire parfois en grande difficulté pour répondre aux besoins affectifs, psychologiques, des besoins de sécurité aussi de leur enfant. Et on va essayer d'apporter des réponses sur ce plan-là. Et en même temps, parallèlement, on les sensibilise aux besoins du mineur, besoin d'être écouté, parfois le besoin de rester dans le silence. C'est très très variable selon les situations. Et on se situe vraiment en fait dans un travail de soutien en fait à la parentalité, typiquement qui selon les situations peut prendre des formes vraiment tout à fait différentes. Je passe rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'un point de vue juridique, ma collègue en parlerait beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai qu'on est face à des parents qui sont dans une grande appréhension de la procédure, de tout l'imaginaire, le fantasme qui est autour de tout ça et cette méconnaissance. Donc c'est vrai qu'ils ont énormément besoin d'informations et de réassurance. Le choix de l'information qui sera délivrée s'adaptera à leurs besoins et à leurs questionnements aussi. On sera vraiment dans du cas par cas. L'accompagnement juridique sera assez proche de celui qu'un juriste peut faire habituellement dans le cadre de phrases ultimes. On est vraiment dans un contexte d'accompagnement, d'information et aussi d'explication. Le procureur le disait hier, on n'a pas seulement besoin d'être informé, on a besoin de comprendre. Donc ça, c'est vraiment le rôle clé que jouent les juristes de l'association au sein de l'EMJ. C'est une préparation aux différentes étapes de la procédure. Parfois, c'est un accompagnement aux audiences. Donc on voit que ça prend du temps. Juste pour vous donner une idée en termes d'activité, on est sur 2 ans, donc on n'a pas encore énormément de recul. Pour la juriste, en 2020, sur 160 auditions programmées dans le service, elle avait en moyenne 113 dossiers de file active, ce qui correspondait en tout à 240 entretiens réalisés. Je ne parle pas des échanges téléphoniques, etc. Je parle bien des entretiens physiques. En 2021, sachant que l'année n'est pas terminée, on est déjà au-delà en termes d'auditions programmées et de file active. Donc vous voyez que c'est une évaluation qui est croissante, surtout que ce sont des dossiers qu'on suit, donc qui se rajoutent d'année en année. Au-delà de ce dispositif, il y a derrière tout ça une grande diversité de situations, tant au niveau des faits de violence sexuelle que des situations familiales, de configuration. Et on est vraiment sur une logique de cas par cas. On n'a pas un protocole qu'on applique de façon rigide. On est frappé, même si quelque part les chiffres on les connaît étant sensibilisés à ces questions-là, on est toujours frappé par le nombre de situations où on est face à des violations de violences antérieures chez un parent, de violences sexuelles en particulier. On est frappé aussi par la quantité d'associations et de situations de violences conjugales actuelles ou anciennes. Dans ces contextes-là, donc on est souvent face à des violences multiples qui d'ailleurs n'ont pas forcément été révélées en amont. Donc on voit bien comment finalement la parole du mineur à un moment donné, elle vient malheureusement et trop souvent réactiver une violence sexuelle antérieure et tout l'enjeu qui est autour de la prise en charge précoce. Donc on voit que c'est un dispositif qui a vocation à répondre aux besoins spécifiques à la fois des parents et des enfants, que finalement aider les parents, c'est les aider aussi dans leur rôle protecteur vis-à-vis de leur enfant, dans le respect de leur autonomie. Donc ça c'est extrêmement important. Le principe de confidentialité, on a évoqué dans le cadre de ces assises la question du secret partagé. Pour nous, cette confidentialité, elle est essentielle. On n'est pas dans l'aide à l'enquête et pourtant on est à l'unité médico-judiciaire. Pendant le même temps, l'enfant est entendu. Mais on se situe en décalage par rapport à ça. Et c'est ce qui, selon nous, vraiment le garant de l'espace de parole, de la confiance
comme on l'a pu l'évoquer préalablement. Après, on est soumis aussi aux mêmes obligations que tout à chacun et on est parfois amené à faire des signalements, à rédiger des signalements ou à rédiger des informations préoccupantes quand c'est nécessaire. Donc une prise en charge précoce, puisque c'est ou pendant ton audition ou vraiment quelques jours après en différé quand on n'est pas disponible, parce qu'on n'est pas tout le temps évidemment, mais avec un principe de continuité. Parce que la précocité, sans la mise en place dans la durée de la prise en charge, c'est vide de sens. Alors dans la mise en œuvre, c'est pas toujours simple, hein, mais je termine. La pluridisciplinarité a été largement mise en avant, valorisée dans le cadre de ces assises. Je retiendrai la phrase d'Anne Vaucluse, je n'ai pas retenu le nom, que la pluridisciplinarité renforce l'expertise. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Et puis, on se rend compte, en tant que juriste et psychologue, que l'articulation des dimensions juridiques et psychologiques est vraiment très très précieuse dans la mise en mots, la mise en sens de ce qui se passe pendant ces prises en charge-là. Et on apporte quelque chose à ces personnes qui dépasse ce qu'on apporterait individuellement, hein, même en multipliant les prises en charge. On voit qu'on apporte vraiment quelque chose de plus. Et qu'on s'enrichit énormément aussi en tant que professionnel, au contact de collègues de formations différentes, de cultures professionnelles différentes. Et je pense que s'il y a une originalité au-delà de la prise en charge de l'entourage, c'est probablement celle-là, parce que finalement, le facteur humain, on se rend compte que c'est ce qui fonctionne le mieux. Tout ça, c'est aussi reposé sur un portage interinstitutionnel important, sans la volonté des chefs de service, des présidents d'associations, d'abord France Victime, puis en médecine légale. Sans cette continuité-là, ce sont des dispositifs qui ne verraient pas le jour, mais ça fonctionne parce que les acteurs de terrain sont curieux de la pratique de l'autre, apprécient de travailler ensemble, voilà, de façon assez évidente et sincère, et voilà, si vous voulez mettre l'accent là-dessus aussi. Merci de votre attention. À la fois innovante et inspirante. C'était passionnant, ça suscitera sans doute quelques questions en fin de table ronde. Merci beaucoup à tous les deux donc, de cette présentation. À présent, Monsieur le Président Jean-Marc Sauvé, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ces assises. Vous êtes président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, plus connue sous le nom de SIAZ, aujourd'hui dans l'actualité, depuis le 5 octobre, l'actualité quasi quotidienne, et avons déjà également très souvent évoqué. Je voudrais dire à notre auditoire que Monsieur le Président Jean-Marc Sauvé était aussi le vice-président du Conseil d'État, c'est-à-dire le chef de la plus haute juridiction française dans notre pays, puisque le président c'est le Premier ministre, si je me trompe, et vous avez exercé ces très hautes responsabilités pendant une douzaine d'années. La commission, vous allez nous parler évidemment de ses travaux. C'est une commission qui, dans le grand public, a été expliquée comme étant totalement indépendante, avec une lettre de mission de l'Église, avec un très large champ de liberté, d'investigation, tant dans votre méthode, puisque vous aviez accès à toutes les archives, la possibilité de faire toutes les auditions, et vous avez eu des moyens et la confidentialité, évidemment, vous allez nous en parler, une liberté totale dans la méthode, tant dans la méthode que pour les éléments du rapport qui ont été présentés en octobre et rendus publics, et qui a fait, ce rapport, l'effet quand même d'un tsunami dans l'Église, et qui se prolonge en ondes de choc dans la société française, mais pas que dans la société française, puisque les recommandations que vous avez formulées avec l'équipe que vous avez coordonnée autour de vous, donc sont analysées, lues, commentées, appréciées dans d'autres pays que notre pays. Avant de vous passer la parole, je voudrais à titre personnel souligner deux éléments qui
fond comme une sorte d'oxymore, mais qui invite à la méditation, c'est-à-dire d'une part le grand courage de l'Église d'avoir demandé la lumière sur ces décennies de la vie intérieure de l'Église et de l'emprise possible de ses représentants sur des individus, et aussi en même temps, à côté du courage, le vertige à l'énoncé des éléments du rapport qui sont issus des témoignages des victimes de violences sexuelles dans l'Église. Alors merci Monsieur le Président de nous éclairer et d'accepter de répondre à des questions à la fin de la table ronde. Merci. Merci Madame la Présidente. Vous avez rappelé que le Conseil d'État est présidé par le Premier ministre. J'ai dû tout de même apprendre à l'un ou l'autre des Premiers ministres que désormais la loi prévoit que le Conseil d'État est présidé par le vice-président. Et que simplement le vice-président, quand le Premier ministre fait une visite protocolaire, le vice-président est bien élevé, donc il laisse son fauteuil. Il laisse son fauteuil au Premier ministre. Voilà, alors comme le disait mon collègue canadien, c'est formidable, au pays de Descartes, on a quand même connu des choses plus claires. C'est-à-dire que le fait qu'une institution est présidée par un vice-président, ça ne tombe pas sous le sens. Je voudrais donc vous rendre compte en quelques mots du travail de la Commission et notamment de la relation qu'elle a nouée avec les victimes. Je parlerai de la méthode, de l'exigence, des recommandations pour terminer par, je dirais, le rapport lui-même, c'est-à-dire ce document indépendamment même de son contenu. Alors, quant à la méthode, nous avons entendu placer les victimes au centre et au cœur de notre démarche. L'écoute des personnes victimes a été vraiment une dimension cardinale de notre travail. Cette écoute a donné chair à une mission abstraite. Et nous avons écouté, entendu les victimes, non pas comme des experts que nous n'étions pas tous, mais comme des êtres humains acceptant de s'exposer et d'assumer la part de commune humanité, ici blessée et douloureuse, que nous avons tous en partage. Et notre intuition était qu'on ne pouvait connaître et comprendre le réel tel qu'il est, tel qu'il a été, et en tirer des conséquences, si l'on n'était pas capable de se laisser soi-même toucher par ce que les victimes ont vécu. Ce qu'elles ont vécu, c'est la souffrance, l'isolement et souvent la honte et la culpabilité. Ces violences sexuelles se sont révélées à nous être une œuvre de mort. Elles ont engendré, mais vous le savez par les fonctions que vous exercez, un empêchement de vivre et d'être chez de très nombreuses victimes. Et donc, notre attention au vécu des victimes a été la matrice du travail de notre commission. Une conviction s'est pour nous imposée au fil des mois. Les victimes détiennent un savoir unique sur les violences sexuelles et elles seules pouvaient nous y faire accéder pour qu'ils puissent être restitués. Et c'est par conséquent leur parole qui sert de fil directeur au rapport de notre commission dès le début de la première partie, consacrée au savoir expérientiel qui nous aide à comprendre l'indicible, puis en tête de chaque développement du rapport, et enfin dans l'annexe intitulée « De victimes à témoins ». Ces personnes étaient victimes, elles sont devenues témoins et en ce sens acteurs de la vérité. C'est grâce à elles que notre rapport a été conçu et écrit,
Et c'est aussi pour elle, et pas seulement pour nos mandants, qu'il l'a été. Et donc c'est sur cet échange singulier et invisible entre la commission et les victimes que le rapport a été construit, sans que tout cela, je dois maintenant en faire l'aveu, n'ait été en tout cas aussi clairement pensé à l'avance. Et on mesure bien que si la chape de silence recouvrant les forfaits commis dans l'Église catholique, comme d'ailleurs, on s'en rend compte maintenant dans l'ensemble des secteurs de la société, a fini par se fissurer, par être fracturé et susciter une onde de choc et de soutien dans l'opinion, on le doit d'abord au courage des personnes victimes qui, surmontant leur souffrance, ont pris sur elles, en dépit de multiples obstacles, de dire ce qui leur était arrivé dans un cercle intime, puis auprès des responsables concernés, et enfin à la justice et au public. Sans leurs paroles, notre société serait encore dans l'ignorance ou le déni de ce qui s'est passé. Mais les victimes n'ont pas été seulement écoutées, elles ont aussi participé dans un véritable travail de co-construction à la réflexion sur la manière dont nous devions concevoir les questions de responsabilité et de réparation. Voilà ce que je voulais vous dire sur la méthode. Maintenant, l'exigence. L'exigence qui s'est imposée à nous est celle d'un accompagnement des victimes à toutes les étapes du cheminement qu'elles ont fait avec nous. Nous l'avons mesuré à plusieurs moments. Dans la réponse à l'appel à témoignage, nous avons reçu 5471 contacts. Et naturellement, il y a eu une interface extrêmement suivie entre les victimes et la commission par le truchement de France Victimes. Nous nous en sommes aussi rendus compte lors des auditions, des 243 auditions qui ont eu lieu par la commission, et aussi à l'occasion des suites des auditions, c'est-à-dire lors de l'examen des comptes rendus de ces auditions par les victimes. Nous avons également mesuré l'exigence de l'accompagnement des victimes lors des contacts avec l'institution ecclésiale. Ces contacts n'ont pas été marqués du sceau de la brutalité, mais néanmoins d'une incompréhension persistante qui a été génératrice de difficultés. Enfin, l'exigence d'accompagnement est apparue dans les procédures soit ecclésiales, soit judiciaires, qui ont été déclenchées à la suite des témoignages que nous avons recueillis. Et donc, nous avons mesuré qu'il était essentiel d'apporter à toutes les victimes qui s'adressaient à nous un accompagnement, et cet accompagnement ne peut être assumé et procuré dans des conditions satisfaisantes que par des professionnels de l'aide aux victimes et de la protection des victimes. Si nous avons appris une chose au long de ces 32 mois de travail, c'est que aussi bien un témoignage qu'une audition, des contacts avec une institution ou des procédures ecclésiales ou juridictionnelles réveillent des traumatismes qui parfois ont été enfouis pendant des dizaines d'années, qui sont latents et dont la révélation, le surgissement fait naître des douleurs, des difficultés et une souffrance souvent insupportable. Il est arrivé au terme de l'audition, je revois encore la vie, les circonstances, qu'on se dise un vendredi après-midi, mais comment la personne qui est venue nous voir va-t-elle passer le week-end? Voilà. Et donc, la fonction
que les associations d'aide aux victimes remplissent est une fonction absolument essentielle. Et nous en avions l'intuition puisque nous avons fait appel à France Victime précisément pour être l'opérateur de l'appel à témoignage. Nous savions bien qu'il y aurait un besoin d'accompagnement sur le plan juridique, sur le plan médical, sur le plan psychologique. En troisième lieu, je voudrais dire quelques mots des recommandations que nous proposons. En réalité, ces recommandations s'adressent toutes directement ou indirectement aux victimes qui ont souffert d'agressions sexuelles ou aux victimes dont on veut qu'elles ne souffrent pas d'agressions sexuelles. Ces recommandations s'ordonnent autour de deux thèmes. Le premier thème, c'est de rendre justice. Rendre justice, c'est reconnaître la responsabilité. La responsabilité à caractère général de l'institution ecclésiale à raison des agressions, des violences qui ont été commises. Il y a eu des fautes personnelles, civiles ou pénales, bien entendu des auteurs des agressions, mais aussi, dans un certain nombre de cas, ces fautes n'ont pas été systématiques. Des responsables de l'Église catholique, qu'il s'agisse par exemple d'évêques ou de supérieurs de congrégations religieuses. Mais au-delà de ces fautes, il y a eu dans l'Église catholique, comme je le pense dans beaucoup d'institutions publiques ou privées, une défaillance de caractère général, un défaut de vigilance, des négligences, une incapacité à capter des signaux faibles. 4% seulement des victimes ont fait connaître l'agression subie à l'Église catholique. 4%, c'est peu, mais à partir de 4%, on doit pouvoir effectivement mettre en œuvre des travaux de détection et de prévention. Il faut, au-delà de la reconnaissance de la responsabilité globale de l'Église catholique, mettre en place un dispositif de reconnaissance de la qualité de victime dans chaque cas individuel, pour chaque victime qui le demandera, avec une démarche d'écoute et une démarche qui s'inscrit dans une perspective de reconstruction. Et de ce point de vue, nous ne recommandons pas l'imprescriptibilité des crimes et délits en la matière. Nous avons la conviction que la vérité judiciaire et la vérité tout court ne font pas toujours bon ménage et que 20, 30 ou 40 ans après les faits, il est extrêmement difficile de rapporter la preuve judiciaire d'agression sexuelle. Mais nous proposons que l'Église catholique mette en place un dispositif indépendant de reconnaissance de la qualité de victime. Et après seulement, pourra venir une étape d'indemnisation parmi d'autres mesures de reconstruction. Bien entendu, cette réparation ne peut pas être intégrale, mais elle ne doit pas être forfaitaire, ni non plus indexée sur l'échelle des peines du Code pénal. Rendre justice, mais aussi prévenir et éviter la réitération des drames qui se sont produits, des crimes et des délits qui ont été commis. Ce qui implique de travailler sur le recrutement, la sélection, la formation des prêtres et des religieux. Ce qui implique aussi de réfléchir à la gouvernance de l'Église catholique pour l'améliorer du sommet à la base. Le sommet en y introduisant plus de délibération, de collégialité et d'altérité. On ne prend de bonnes décisions que si ces décisions sont délibérées en commun. Jusqu'à la base, il faut qu'il y ait. Il faut qu'il y ait, c'est indispensable, des cartographies des risques,
une évaluation des risques, la mise en place de plans de réduction, une évaluation de ces plans, c'est ainsi que procèdent toutes les institutions publiques ou privées, et il faut s'y engager également dans les cultes en général, l'Église catholique en particulier. Il faut également mettre en place, par exemple, des entretiens annuels. Ces entretiens doivent être à minima structurés, formalisés, je n'ose dire protocolisés. Ils doivent laisser des traces. Il faut travailler aussi sur les racines spécifiquement catholiques des abus. Toute relation d'autorité ou d'éducation entre un adulte et un mineur peut dégénérer. Elle comporte des risques et chaque milieu comporte des risques particuliers. Le sport, c'est l'accès au corps. L'école, c'est l'accès à l'intelligence. C'est l'ouverture des esprits. L'Église, les cultes, c'est l'accès à la conscience. Et l'accès à la conscience, c'est bien sûr ce qu'il y a de plus sensible et de plus fragile. Et donc, nous faisons un certain nombre de recommandations pour éviter, non pas pour remettre en cause les principes fondamentaux de l'Église catholique, mais pour éviter un ensemble de dénaturation, de perversions qui ont conduit à des emprises et à des abus. La sacralisation excessive de la personne du prêtre, et donc qui a engendré des abus d'autorité et une emprise, le dévoiement de l'accompagnement spirituel et de la confession, le dévoiement du principe d'obéissance qui ne doit pas être confondu avec la soumission et qui doit laisser subsister le primat de la conscience, etc. Nous faisons aussi des recommandations pour une morale sexuelle qui doit éviter dans l'interdit un nivellement excessif, qui ignore trop l'atteinte à l'intégrité physique et psychique des personnes. Et il est bien évident qu'une agression sexuelle, c'est un manquement au 6e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère, mais c'est aussi un manquement au 5e commandement, tu ne tueras pas. Comme je l'ai dit, l'agression sexuelle est une œuvre de mort. Alors j'ai reçu encore une lettre cette semaine pour dire que vous poussez la prétention jusqu'à prétendre réécrire le décalogue. Non, pas du tout. Nous n'en sommes pas là. Je m'appelle Sauvé, mais je ne suis pas Moïse. Et je me borne simplement à proposer une interprétation dont je sais que tout le monde par avance y consent, et je n'ai pas de doute sur les résultats de l'Assemblée générale de la conférence des évêques, qui sont issus de mon entretien avec le pape au mois de décembre. Et puis, il faut aussi savoir, et on le sait tous dans cette salle, nommer les actes, nommer les choses. On ne peut combattre que ce qui est correctement désigné. Voilà, on ne peut le punir, on ne peut le traiter, on ne peut le prévenir que si les choses sont nommées. Et de ce point de vue, la terminologie ecclésiale de gestes déplacés ou de gestes contraires à la chasteté est particulièrement inappropriée quand il s'agit de parler d'actes graves. Je voudrais terminer par un dernier point qui est, voilà, notre réponse, ce pourrait être finalement le rapport, ce rapport donc, que nous avons produit. Et une victime nous a écrit dans la foulée de la remise de ce rapport, je veux que vous sachiez que ce travail est fondamental pour les victimes. Enfin, nos histoires singulières, blessées, vont être réunies sous une même reliure pour faire histoire. C'est une force symbolique pour moi exceptionnelle. Quelque chose grâce à vous se clôt demain et un autre rapport à cette histoire personnelle blessée peut commencer. Lorsque j'ai rencontré la veille de la remise du rapport, la douzaine de victimes représentant des associations et des réseaux de personnes victimes,
elles m'ont dit, mais finalement, ce rapport, c'est la réponse à ce que nous avons vécu, c'est la réparation que nous attendions. Et cette douzaine de personnes victimes représentant leurs collègues nous ont dit une chose qui est très, très proche de celle qui m'a été écrite le lendemain de la diffusion du rapport. Voilà, notre travail est un commencement, il est inachevé, il doit se poursuivre, aussi bien en ce qui concerne l'Église catholique que les autres instances de socialisation. Et je voudrais dire donc à cette occasion tous les espoirs et toute l'attente que je crois nous nourrissons tous envers Édouard Durand, Nathalie Mathieu, la Civise. Nous avons entendu Édouard Durand tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de dire que nos espoirs sont particulièrement bien placés pour poursuivre, approfondir et non pas terminer ce travail, il ne sera jamais terminé, mais le faire progresser d'une manière décisive. Je vous remercie. Les signes d'espoir que vous venez de dégrainer à travers cette présentation du rapport. Merci beaucoup à vous. Et sans plus attendre, notre dernière intervenante, Elisabeth Lyotard, est directrice de l'association VIFIL, je crois en allemand et en français, VIFIL, Association Violence Intrafamiliale, Femmes, Information, Liberté, que l'association a souhaité assortir d'un pluriel, avec un S. Alors même si la mise à l'abri des victimes de violences faites aux femmes relève bien évidemment de la compétence de l'État, de nombreux acteurs associatifs, collectivités locales, souvent les villes, les agglomérations, les départements, accompagnent de manière qualitative et je dirais intelligente la sécurisation des femmes et surtout aussi des femmes et de leurs enfants sur la durée, même sur ce qu'on appelle aujourd'hui le temps long, avec des lieux d'accueil, de protection, d'hébergement, d'autonomisation de ces femmes et de leurs enfants terrifiés au moment des actes. Mais vous, Madame Lyotard, j'ai compris que depuis longtemps, vous voulez aller plus loin. Alors, petite parenthèse, ayant eu la responsabilité comme première adjointe d'une ville de 120 000 habitants, d'accompagner, c'était au XXe siècle, c'était quand même déjà une pratique innovante, d'accompagner des structures en créant un gîte bien pensé pour l'hébergement. Dès le début, je me suis posé la question de la double peine en fait, pour ces femmes et ces enfants qui, dans la fureur de leurs compagnons, sont obligés, sans avoir le temps de prendre quoi que ce soit, de changer de logement, de partir pour être protégés, de s'éloigner de leur lieu de vie à cause du fauteur de troubles. Et depuis toujours, j'ai pensé, mais je crois que ça commence à exister, qu'il serait peut-être important de créer davantage de lieux pour les hommes violents, pour donc les prendre en charge et éviter ces individus irresponsables, de prendre en charge au plan médical, éducatif, psychologique, et éviter à ces femmes et à leurs enfants terrifiés de devoir partir. Mais en fait, je m'éloigne un peu du sujet, sans m'égarer toutefois. Revenons aux victimes. Allez plus loin, Madame Lyotard, par rapport à cela. C'est quoi? Alors, tout d'abord, sur la double peine, je suis d'accord avec vous, mais pour le moment, on n'a pas trouvé mieux que d'éloigner madame quand il y a des violences conjugales.
En préambule, je voulais quand même remercier tout le monde, notamment France Victime 54, mais aussi tous les intervenants qui ont parlé de la question de la parole des victimes, de comment on la prend en compte, de comment on ne la force pas. Parce qu'il semble essentiel qu'on respecte la temporalité des femmes et des victimes en général, et qu'on ne se couvre pas. Voilà, j'utilise ce terme parce qu'on voit depuis le Grenelle des violences conjugales, en tout cas dans l'association, arriver, voilà, parfois des pressions même sur ce dispositif pour mettre en sécurité des femmes qui ne sont pas d'accord pour être mises en sécurité. Donc ça, c'était le préambule. Je vais présenter là un dispositif particulier qui est une plateforme d'astreinte pour la mise en sécurité des femmes qui sont en danger imminent. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les femmes qui nous sollicitent qui peuvent être mises en sécurité dans ce dispositif. C'est une astreinte 24 heures sur 24, 365 jours par an, qui est tenue par les travailleurs sociaux ou les juristes de l'association. Il faut savoir qu'à Méfil, on a deux branches, c'est un arbre qui nous symbolise, une branche France Victime et une branche Solidarité Femmes. Donc c'est vraiment un travail en transversalité entre ces deux fédérations, puisque je pense que les femmes, elles poussent indifféremment une porte ou l'autre, mais parfois elles ne vont pas venir dans les services d'aide aux victimes ou elles ne vont pas venir dans les associations spécifiques, donc c'est bien comment on articule notre travail en commun. Pour parler plus spécifiquement de la plateforme d'astreinte, je vais passer sur... Donc c'est un dispositif d'hébergement 24 heures sur 24 qui est sollicité par les forces de l'ordre ou par le parquet. Une femme se présente, on va dire, au milieu de la nuit ou dans la soirée, souvent. Les policiers ou les gendarmes estiment qu'elle est en danger de mort. Ils vont appeler l'astreinte pour une évaluation conjointe. Souvent, il est demandé à pouvoir parler à la femme. Et l'idée, c'est d'évaluer les critères de dangerosité du conjoint et de la situation, pour pouvoir soit proposer à madame une mise en sécurité, soit si les éléments de danger ne semblent pas là, lui proposer un rendez-vous le lendemain. Il arrive que les femmes refusent la mise en sécurité. En 2021, 13 femmes ont refusé la mise en sécurité, c'est-à-dire qu'elles repartent. J'insiste parce que c'est toujours la question de la parole et de respecter ce que veut la femme. C'est-à-dire que la femme, on la voit repartir dans le couple violent, avec des vraies inquiétudes, c'est une réalité, les collègues, des fois ils se recouchent, ils ne sont pas tout à fait tranquilles, mais si les femmes, elles ne veulent pas être mises en sécurité, on ne va pas le faire contre leur gré. Voilà. On a à la suite, pour les femmes mises en sécurité, on dispose de 4 chambres dans des centres d'hébergement qui sont des chambres qui du coup sont dédiées à cette activité, et les femmes peuvent être mises en sécurité 5 nuits. Pendant ce temps, il y a d'autres collègues qui œuvrent en lien avec le parquet, avec les services de police et de gendarmerie, pour voir comment la justice peut passer. Et soit il y a une possibilité de retour au domicile conjugal, il peut y avoir une incarcération, il peut y avoir une éviction, enfin voilà, tout le panel que vous connaissez bien. Et s'il n'y a pas d'autre solution, soit c'est l'hébergement dans la famille, chez des amis, et sinon c'est à l'hôtel. Vous pensez bien que c'est pas terrible, on va le dire comme ça, de se retrouver avec ses enfants à l'hôtel, des enfants déscolarisés, puisque être mise en sécurité, ça veut dire quitter son travail, ça veut dire déscolariser les enfants, puisque si monsieur cherche, voilà, si madame est en danger, c'est que monsieur la cherche, et il faut vraiment s'extraire. C'est pour ça que je suis complètement d'accord avec vous sur la question de la double peine. Bon, parfois, à la fois, les femmes, elles ne veulent pas retourner, même si elles ont l'attribution du domicile, parce qu'il y a un environnement, parce que c'est compliqué de retourner dans ce lieu-là. Voilà, donc c'est vraiment un dispositif, pour vous donner quelques chiffres, puisque je les ai. Donc là, c'est les critères de danger grave et imminent. Et juste pour vous donner voilà, les chiffres, en 2020, on a été sollicité à 265 reprises. Alors c'était pratique en 2020, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a eu le confinement, alors on a été très inquiets. Voilà, on a beaucoup œuvré pour que dans la presse, on alerte, on dise aux femmes, vous pouvez partir, même si vous n'avez pas d'attestation, parce que vous pensez bien que ces messieurs-là.
Je dis ces messieurs parce que c'est quand même une majorité de femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui sont en danger. On a été sollicité à 2 reprises depuis la mise en place du dispositif pour des hommes, à qui on a pu proposer une mise en sécurité qu'ils ont refusé, mais c'est une autre question. En tout cas, sur la question de ce nombre de femmes, en 2020, l'État a ouvert une structure qui s'appelait la Sentinelle, qui était gérée par nos collègues du MA, où les femmes qui appelaient, on pouvait leur dire « si vous voulez partir, on peut vous proposer une solution ». Imaginez le confort pour les collègues, plutôt que d'évaluer les critères de danger, de dire aux femmes « on peut vous proposer une solution ». Et de là, on peut travailler sur le souhait de partir et de revenir, parce que je rappelle que les femmes victimes de violences conjugales, elles font en moyenne 5 à 7 départs et retour au couple avant un départ définitif. Donc on voit bien que tout ça, ça s'accompagne. Voilà, donc 2020, 265 situations. Si je me souviens bien, mais vous corrigerez puisque c'est écrit, 92 femmes mises en sécurité avec 92 enfants. Parce qu'il y a aussi les enfants dans l'histoire, c'est-à-dire que pour 265 femmes, on avait 302 enfants concernés. Et là, on a encore une autre question, c'est-à-dire que les femmes victimes de violences aujourd'hui, on en parle, je peux que m'en féliciter, tous nous en féliciter, sauf qu'on parle aussi de leurs enfants et du danger. Et que très vite, on voit arriver la protection de l'enfance et comment on va garantir la parole des femmes, en tout cas. On voit bien nos collègues des maisons de la métropole, des maisons des solidarités, qui ont des injonctions de signalement, mais alors, est-ce que les dames elles vont continuer à aller voir l'assistante sociale si elles ont cette crainte? Et comment on garantit tout ça? Et comment on prend en compte la question des enfants? Voilà. Donc je digresse, mais ça a à voir tout ça, ça a vraiment à voir avec cette parole qui pour moi est extraordinaire. Je vous rejoins, Monsieur Sauvé, c'est-à-dire que la parole, il faut qu'elle soit là et il faut qu'elle soit garantie. C'est vraiment, quand on parle, moi je crois à la parole, je crois à ça pour plein de choses, mais c'est une parole garantie, c'est pas une parole qui peut se retourner contre nous. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, après il y a des chiffres, mais à la limite on peut les faire passer autrement. Merci en tout cas. Merci, merci Madame Leclerc. On va enchaîner dans 3 minutes, parce qu'on doit libérer M. Sauvé qui a son train dans quelques minutes par une question, une ou 2 questions, pas plus. S'il y en a, évidemment. Il n'y en a pas. Madame la Présidente, vous avez une question ou pas en 30 secondes? Je n'ai pas de question, je suis juste heureuse de cette série, de cette table ronde qui invite à la méditation, à la reproduction et à aller plus loin, comme a dit notre dernière intervenante, et à suivre les travaux et les effets, évidemment, du rapport de Jean-Marc Sauvé dans la réponse papa, mais surtout la réponse en ce qui concerne les victimes. J'aurais des questions à lui poser, mais je lui écrirai, parce que vous avez fort bien dit, Président, que le rapport lui-même était considéré par les victimes des abus sexuels dans l'Église comme une réponse. Oui, mais là aussi il faut aller plus loin, individuellement, à mon avis, face à chaque victime, mais c'est un avis personnel de citoyenne. C'était pas bref, c'était trop long. On s'arrête là, c'est pas grave. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.